bienvenue pour cette 4e saison de T'as vu, le magazine des étudiants en Master 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Nous sommes ravis de partager cette année avec vous. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, pour débuter cette nouvelle saison, on va vous parler des commerçants lillois qui sont mécontents dû au loyer trop cher rue de Béthune, mais aussi de beatboxers qui se réunissent pour partager leur passion. Également une application Northern pour découvrir Lille. Et enfin, une exposition un peu particulière à la condition publique de Roubaix, née quelque part. Et on démarre tout de suite avec l'exode des magasins et des commerçants lillois rue de Béthune dû au loyer trop cher. Un reportage réalisé par Pierre Gault et Vincent Morel. Cette semaine, rue de Béthune, les Lillois ont assisté à un drôle de manège. La fermeture de 3 magasins, De La Veine, Cool Cat et American Today. Déjà orpheline des Galeries Lafayette depuis l'été dernier, la rue de Béthune continue de jouer à la roulette russe. Pourtant, elle fait partie des rues les plus fréquentées du centre-ville. Il faut dire que les commerçants cumulent les handicaps. Baisse de la fréquentation, enchaînement des travaux d'aménagement, les inondations, mais pas seulement. Mathias Dugast, responsable de La Veine, témoigne. Alors on ferme samedi là, parce que le loyer est très cher. Et parce que aussi le magasin marchait moins bien qu'avant. En fait, au début il marchait très bien. Après, je dirais qu'après la fermeture des Galeries Lafayette, il y a eu beaucoup moins de monde. Les attentats en plus qu'il y a eu, ça a fait qu'il y avait encore moins de monde. Et de ce fait, on doit fermer quoi. Un chiffre d'affaires en berne et un loyer élevé, entre 15 et 25 000 d'après Mathias, que les propriétaires refusent de renégocier à la baisse. Et malgré les promos, les ventes restent insuffisantes les week-ends. Au lieu des 10 000 € prévus, seulement 4 000 rentrent dans les caisses. Pas vraiment de chance pour De La Veine. À entendre Mathias, les magasins n'ont même pas pu profiter des manifestations comme l'Euro ou la braderie. Non, l'Euro en fait ils ont justement commencé les travaux pile à ce moment-là, donc vive l'intelligence. Mais c'est un peu triste quoi, ils commencent un Euro, la rue passante principale de Lille qui est en travaux. Du coup ça n'a pas marché tant que ça, non. Le sujet reste cependant tabou pour les commerçants. Impossible de parler avec les responsables de Cool Cat ni avec le président de la rue de Béthune. Seul un vendeur de Brice, nouveau magasin, nous confiait hors caméra que c'était un réel défi de s'installer ici. La rue de Béthune perd peu à peu de son charme, d'après une passante. Je trouve que c'est relativement une mauvaise idée, étant donné que tous ces magasins font partie du cœur même de la rue de Béthune. On a grandi un peu avec ces magasins, les gens qui se baladent, qui sont un peu là dans la recherche d'acheter, de consommer, de voir un peu du monde. Je trouve que ça perdrait de son charme. La disparition de ces magasins n'annonce donc rien de bon pour la rue de Béthune. Le paradis semble se transformer en enfer. Non, franchement, là, ils sont un peu dans la merde, ceux qui restent là. Parce qu'ils vont se retrouver tout seuls, en plus, parce qu'il y aura moins de 3 magasins qui prenaient de la place quand même. Là, franchement, je sais pas comment ils vont faire des chiffres d'affaires. Et Vincent nous a rejoint pour débriefer avec nous ce reportage. Alors Vincent, bonjour. Bonjour. Est-ce que De La Veine va s'installer autre part, du coup? Alors De La Veine, il va fermer à Lille et il va pas se délocaliser ailleurs. Il va vraiment fermer et on va plus le voir. En revanche, les 2 autres magasins qu'on a vus, Cool Cat et American Today, eux, ils vont fermer rue de Béthune, mais ils vont se délocaliser ailleurs à Lille. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que les commerçants essayent de collaborer, de s'entendre pour pallier au problème des loyers trop chers? Pas du tout. Il n'y a aucune collaboration entre eux. En fait, il y a vraiment deux gros types de magasins. Il y a les gros, comme H&M ou Zara, qui arrivent vraiment à pallier les problèmes de loyer, parce qu'ils ont un public qui est fidèle. Et les petits magasins, ils n'y arrivent pas du tout. Du coup, quelle solution? Comment est-ce qu'ils vont faire? Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Nous, on avait parlé au président de la rue de Béthune, qui vraiment était sceptique et qui n'a pas du tout voulu répondre à nos questions. Donc, il n'y a aucune pétition ou d'entraide pour pallier au problème des loyers. C'est vraiment quelque chose qui est propre à chaque magasin et qui est personnel. D'accord, eh bien merci Vincent. Sans transition, Camille Roland et Julie Chiavé ont décrypté pour vous Northern, une application pour découvrir la métropole lilloise. L'application touristique Northern France Experience est sortie le 21 avril 2016. Antoine Vacogne, chargé de promotion et d'animation à la Maison du Tourisme, nous en dit quelques mots. Northern France Experience, c'est une application d'aide à la visite développée par le Comité régional de tourisme. Elle est innovante parce qu'elle prend en compte les préférences de l'utilisateur, la géolocalisation et le temps dont il dispose pour lui permettre de visiter une ville ou une thématique spécifique comme la mémoire par exemple. Y a-t-il d'autres services proposés à l'utilisateur? Il va recevoir sur son portable des offres de commerçants qui sont à proximité, ce qui va lui permettre de consommer sur le territoire. C'est aussi une des problématiques qu'on a voulu intégrer, c'est comment lier le touristique et l'économique. Et comment cela fonctionne? On a installé des petites balises chez les commerçants, ça s'appelle un beacon, qui envoie un petit signal Bluetooth. Le commerçant s'est enregistré sur notre back-office, a créé un compte, a créé une offre, et quand vous passez à proximité, votre portable sonne tout seul et vous recevez l'offre qu'il propose.
Sous quels critères les commerces sont-ils choisis ? C'est les offices qui ont fait une sélection des commerces chez eux, des commerces qu'ils pensaient avoir un attrait touristique particulier. Ça peut être des boutiques de bouche, des boutiques de vêtements, de souvenirs, des bibliothèques, des librairies. Quels sont les retours des commerçants ? Pour le moment, les commerçants sont assez contents. C'est proposé gratuitement. Et ils ont eu quelques bons retours. On leur promet pas non plus la lune à avoir des 1000 et des 100, mais ils ont déjà des bons retours sur l'île et Saint-Omer. Pourtant, certains commerçants sont mécontents de ne pas se trouver dans l'application. On leur a expliqué que pour le moment, c'était une période de test. Donc on allait voir comment se déployait après le dispositif sur le territoire. Et on leur a proposé de se rapprocher de l'office qui allait prendre leurs coordonnées. Et derrière, on va essayer de voir une modification de l'application pour pouvoir intégrer plus de commerçants sans pour autant gêner l'utilisateur. Travaillant en coproduction avec la start-up Fettel, la Maison du Tourisme a créé une application mobile qui dispose pour l'instant de 24 circuits géolocalisés et existe dans une dizaine de villes telles que Lille, Dunkerque ou encore Arras. Pour en savoir un peu plus, nous nous sommes rendus à UFC Que Choisir afin de rencontrer son président Robert Bréon. Nous lui avons demandé si le choix des commerçants est objectif. Comment se sont-ils adressés à certains commerçants et pas à d'autres ? Il y a sans doute une image. Il y a certains commerçants sur l'île qui ont une image propre à l'île. On va citer Mertz par exemple. Ça paraît un peu logique dans le sens où cette application veut faire découvrir l'île et son activité commerciale. Cette application participe-t-elle à l'économie de la région ? Oui, bien sûr, ça participe à l'économie, mais à une certaine économie, pas à l'économie globale de la ville de Lille. C'est pas interdit, ils peuvent choisir les commerçants qu'ils veulent mettre en valeur. Ensuite, les commerçants ont des organisations syndicales, ils ont des organisations représentatives auprès de la chambre de commerce. À eux, je dirais aux commerçants qui se disent lésés, peut-être, qui se disent absents de cette démarche, de remonter vers leurs instances syndicales et vers leurs instances représentatives. Et les consommateurs dans tout cela ? Le consommateur doit être informé, en fait. Il doit être informé de ce qu'est l'application. L'application doit expliciter le pourquoi de son activité et de ce parcours décidé. On fait venir les gens dans une ville grâce à des aspects touristiques pour leur faire dépenser une certaine somme d'argent autour. Ces visiteurs, ils vont manger, ils vont aller prendre un café, ils vont aller prendre une boisson, ils vont ramener un souvenir. Donc tout ça, c'est l'effet commerce. Et l'effet commerce, il est latent, il est présent dans toute démarche touristique. On a accueilli Camille pour nous parler de son reportage. Bonjour Camille. Bonjour Éléonore. Alors cette application Northern, qu'est-ce qu'elle apporte à l'économie touristique ? En fait, c'est assez difficile de chiffrer parce qu'elle est sortie le 21 avril, donc on n'a pas encore vraiment les chiffres, mais elle a déjà été téléchargée plus de 3000 fois. Elle va encore se développer parce qu'elle est déjà sur iPhone, mais on attend à ce qu'elle se développe sur Android. Et puis, ils veulent améliorer les frais pour les étrangers et créer des nouveaux circuits. Il y en a un qui est sorti dernièrement à Arras. Donc, comme nous l'a dit Antoine Vacon sur le reportage, les commerçants, ils sont contents, en tout cas ceux qui y sont. On les repère par le petit sigle de l'application pour voir les réductions sur les produits des commerçants. Mais alors du coup, ce choix de commerçant, comment s'est-il fait ? En fait, c'est les membres de la Maison du Tourisme qui ont choisi les commerçants. Ils ont préféré des commerçants traditionnels et qui pouvaient correspondre à la visite d'une ville. Donc par exemple des commerces de bouche, des commerces textiles. Mais comme l'a dit Robert Bréon, il préconise d'expliciter et plus de transparence dans l'application. Notamment, il faudrait écrire la liste des commerçants. Et, parce que ceux qui sont lésés, ils peuvent soit faire appel à des syndicats ou demander à la Maison du Tourisme qui justement est en cours d'évolution par rapport à ses partenaires commerçants. D'accord, merci Camille en tout cas pour ces informations. Parlons un peu culture maintenant et on commence par de la musique et pas n'importe laquelle, celle qui se fait sans instrument, le beatbox, un reportage réalisé par Valentine Leroy. Dans les recoins de l'île se dénichent des talents. Au bout de la rue Solferino, à côté du parc Jean-Baptiste Lebas, ce sont des beatboxers que l'on retrouve. Focus sur Sébastien Quadillo, beatboxer depuis 2000. Je suis beatboxer. Je vis du beatbox, je suis intermittent du spectacle, je profite de la société. J'ai commencé en 2000, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des choses avec leur bouche. J'ai beatboxé pendant 2-3 ans un peu dans l'ombre et puis mon frère m'a découvert, des potes m'ont découvert et je me suis mis à taffer sévère le truc et puis à faire des scènes. Et puis de fil en aiguille, je me suis professionnalisé. Le premier championnat de France de beatbox a eu lieu en 2006.
Et donc j'ai participé au premier championnat de France de beatbox. J'ai pas été dans les 16 premiers parce que j'étais tellement content de voir plein de beatboxers que je me suis cassé la voix. J'ai fait 2007-2008. 2007-2008, j'ai fait 8ème de finale. 2009 aussi, je crois. Et 2010, j'ai fait quart de finale. Et 2011, je l'ai organisé à Lille. Et depuis, je suis le speaker du championnat de France de beatbox. Le beatbox, ça m'apporte énormément. Bah, déjà de l'argent, parce que j'ai beaucoup évolué par rapport à... dans la musique, dans la connaissance musicale grâce à mon art. Ça m'apporte des rencontres quand je fais des ateliers, de rencontrer des gens, travailler avec eux, pouvoir avoir découvert des gens que je pensais inatteignables et faire leur première partie. Donc ça, c'est chouette. Ça m'a apporté travailler en prison, travailler avec des API, des personnes qui étaient en handicap, essayer d'apporter un peu de quelque chose avec eux. Tout ça, on donne beaucoup et on a beaucoup en retour. Donc ça m'apporte énormément de choses. Plus qu'un simple hobby, pour Sébastien, le beatbox est une passion et un travail. Mais comment s'entraîne un beatboxer ? La qualité première du beatboxer, c'est la volonté. Il faut qu'il ait la volonté de le faire, parce que c'est du temps au début, on n'est pas propre. Au début, quand on beatbox, on s'entraîne dès qu'on est tout seul dans une pièce. Donc en général, quand on est aux toilettes, quand on est sous la douche, essayer de faire le saxo, ce son-là. Et j'arrivais pas à le choper. Et au moment où j'étais dans la douche... oh putain, ça sonne bien là-dedans. Et du coup, j'arrivais jamais à le faire en sortant de la douche. Et je me disais, mince, c'est dommage parce que je vais devoir traîner une douche à chaque fois que je vais faire un concert. C'est galère. Et du coup, j'ai travaillé, mais j'ai su comment mettre ma bouche pour réussir à atteindre ce son. Et du coup, après, j'ai essayé hors d'une douche et j'ai fini par y arriver. Et donc, du coup, la douche, c'est un bon endroit. Le beatbox, c'est des phonèmes. Pour styliser des sons. Et ces phonèmes-là, en fait, il suffit de par exemple, voir comment dans la langue française, il y a les percussifs qu'on peut retrouver. Genre, par exemple, il y a une phrase qu'on apprend souvent en atelier, c'est petit K, c'est petit K. Si on fait petit K, c'est petit K, ça va vite faire une rythmique de beatbox. Et après, quand on va le chuchoter, les percussifs vont ressortir, les consonnes vont ressortir et les voyelles vont disparaître. Petit K, c'est petit K, c'est petit. On l'a compris, Sébastien est donc un passionné de beatbox, passion qu'il compte bien partager via ses ateliers ou comme ici lors d'un apéro entre amateurs et professionnels. Valentine nous a rejoint en plateau. Bonjour Valentine. Bonjour Éléonore. Alors comment est-ce qu'on peut faire autant de sons avec sa bouche ? Moi je pensais pas que c'était possible, mais en fait du coup Sébastien m'a montré comment faire et il m'a expliqué que même en tant que débutant ou total novice comme moi, on était capable de faire au moins 2 sons avec sa bouche. Donc le son, comme quand on a faim ou quand on voit quelque chose qu'on aime bien, c'est et en même temps faire le petit claquement comme quand on appelle son chien ou son chat. C'est le petit... donc du coup, on peut faire le... Et du coup, ça, je ne me rendais pas compte, mais en fait, avec ma bouche, sans connaître quoi que ce soit au beatbox, je suis capable de faire 2 sons avec ça. Donc tout le monde est capable de le faire finalement. Donc tout le monde est capable de le faire en principe. Après, je connais pas les... Je suppose que ça reste quand même un talent pour vraiment les professionnels. Voilà, parce que Sébastien, lui, peut en faire 5 ou 6 en même temps. Donc lui, il s'y connaît beaucoup plus. D'accord. Et donc ça se fait beaucoup ce genre de réunions, apéritifs un peu de beatboxers comme ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se fait toutes les semaines ? À quelle fréquence ? C'est généralement 1 fois par mois. Là, c'est Lou Jotny qui est barman à Lille qui a organisé cette rencontre. Après, c'est complètement informel. En fait, c'est des beatboxers, des rappeurs, des fans de hip-hop qui se réunissent, mais en tant qu'amis ou connaissances. Ils se sont rencontrés donc, dans les bars ou au détour d'une rue à Lille. Et ils se sont retrouvés pour cet apéro-là et ils le font à peu près tous les mois. Et en fait, du coup, ils font des battles, ils allient beatbox et rap ou beatbox et hip-hop. Parfois, il y a des danseurs, parfois pas. Donc voilà. Très bien, merci Valentine. Et tout de suite, un reportage réalisé par Adrien Kilico, Marine Kijek et Gaspard Dael sur une exposition un peu particulière, Née quelque part. Bonjour, vous êtes aujourd'hui avec nous à la Condition publique à Roubaix pour l'exposition Née quelque part. Alors après son succès à Paris et à Lyon, Née quelque part débarque à Roubaix du 16 septembre au 30 octobre 2016. Entre l'expo, le théâtre et le jeu de rôle, c'est un voyage pas comme les autres que vous allez découvrir avec nous.
Né quelque part est une exposition spectacle participative qui vous invite à vous glisser dans la peau d'un des 21 personnages pour vivre et comprendre au quotidien les enjeux actuels du climat et de développement de la planète. Une expérience inédite où vous êtes invité à interagir avec des comédiens, de l'image et des audios en nom et place de votre personnage. Moi, on m'a donné le personnage de Clara, une jeune colombienne qui a à cœur l'avenir d'une vie meilleure. On va le suivre tout de suite. Tu vas bien? Manolo? Oui? En forme? Luis, comment ça va? Les affaires vont bien? Ah, super. On voit bien les centres-villes, là-bas, vous le voyez, la vallée, là-bas, au fond. Ça, c'est le centre-ville de notre ville. Et ça, c'est notre quartier, Santo Domingo. Regardez, ça, c'est là où je donne mes cours de cumbia. Oui, la cumbia. Tu connais la cumbia, Clara? Tu danses la cumbia? On va montrer la cumbia, viens, on va danser la cumbia. Et voilà. Siento, campanite, Clara. Regarde comment danse la cumbia, bravo. Y arriba, y abajo, y al centro, y adentro. Assurer la transition énergétique, réinventer nos façons d'habiter la planète. Nous serons cette génération-là. On est avec Clémence Morel, qui est coordinatrice de l'exposition Né quelque part, qui travaille sur le projet depuis près de 2 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'initiative du projet et en quoi ça consiste? Alors, Né quelque part donc, est un parcours spectacle où on met les visiteurs en interaction avec des comédiens pour leur faire vivre tout un parcours de vie d'une personne résidant dans un pays du Sud, donc un pays en voie de développement. C'est un projet qui a vu le jour en fait par une rencontre entre l'AFD, donc l'Agence française de développement, et Ars Anima, qui est une association spécialisée dans la création d'expositions spectacles immersives. Donc il y a plus de 2 ans maintenant. Et donc on a écrit les scénarios, donc les 21 scénarios, puisqu'il y a 21 personnages, en interaction donc avec l'AFD, toujours basés sur des histoires de vie réelles, sur des projets réels, puisque on a eu donc environ 150 entretiens avec des experts, de personnes vivant ou ayant vécu dans le Sud, ayant suivi des projets de développement, etc., pour être donc au plus près du réel et du concret dans ces parcours de vie. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser aux enjeux de développement d'aujourd'hui et de demain. C'est un projet qui est aujourd'hui à Roubaix, mais qui n'est pas né à Roubaix. Il y a eu ce projet-là, cette expo qui a été présentée en d'autres villes. Ça a été présenté où? Est-ce que vous avez suivi ces projets ailleurs ou spécialement ici? Alors oui, c'est un projet qui est né en fait au moment de la COP 21, puisqu'on a ouvert à Paris donc fin novembre 2015, au moment où il y a eu la conférence sur le climat à Paris. Donc on a ouvert à la Villette, puis on est parti à Lyon, et ensuite on est venu à Roubaix. Donc c'est vrai que c'est un projet qui a vocation à être itinérant, à se déplacer de ville en ville pour pouvoir toucher le plus de public possible, voilà, sur des territoires différents. Voilà. Ok, super. Un grand merci de nous avoir accordé cette interview. On vous souhaite bon courage pour la fin de cette exposition et puis à bientôt. Merci à vous. On vient de sortir de l'exposition qui aura duré en tout et pour tout 1h10. On a été guidés tout au long de la visite par des super comédiens qui ont eu à cœur de nous faire vivre nos rôles. On a eu droit à des interactions filmées, des interactions audio. Et le but de cette exposition, c'était vraiment de faire prendre conscience aux spectateurs des enjeux d'un monde globalisé, des enjeux du monde de demain et de la nécessité de le construire ensemble. Nous, on a beaucoup aimé et on vous la conseille. Et ce dernier intervenant aujourd'hui, on accueille Adrien Quilico pour parler de son reportage. Bonjour Adrien. Bonjour Eleonore. Alors du coup, quel public est visé pour cette exposition un peu spéciale quand même? Alors c'est tout public, tout le monde peut y aller, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de limite d'âge. Cependant, le public scolaire est particulièrement visé parce que les jeunes sont les citoyens du monde de demain et que l'enjeu de l'exposition, c'est de les sensibiliser aux enjeux du développement de la planète. D'accord, et donc du coup, ces comédiens dont vous nous parlez, est-ce qu'ils changent de ville en ville ou c'est toujours la même équipe qui reste? Alors, il y a à la fois une partie des comédiens qui est celle des villes précédentes, dans lesquelles sont tenues l'exposition avant, pour pouvoir faire de la formation, parce qu'ils connaissent leur projet sur le bout des doigts, donc ça facilite la transition entre comédiens. Et il y a donc à la fois une partie des comédiens qui est recrutée localement, le but de l'exposition étant aussi de valoriser le savoir-faire régional. Et la plupart des comédiens qui travaillaient sur l'exposition lorsqu'elle se tenait à Lyon ou à Paris ont peu à peu été remplacés par de nouveaux comédiens, ce qui permet à l'exposition de se renouveler et à chaque fois de présenter de nouvelles facettes et de ne pas s'essouffler. Donc il y a vraiment un passage de flambeau entre les différents comédiens finalement. Tout à fait. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Adrien. Merci à vous. On vous invite d'ailleurs à aller la voir jusqu'au 30 octobre, cette exposition un peu particulière, donc à la condition publique, à Roubaix. Et c'est déjà la fin de ce premier T'as vu, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve tous les vendredis
à la même heure pour ce magazine. Et d'ici là, passez un bon week-end.